La laïcité, c'est la condition pour vivre ensemble. Alors je serai intransigeant face à tout manquement, face au racisme, face à l'antisémitisme, face aux discriminations. La République, elle n'est pas négociable. Les lois ne sont pas négociables. Le modèle français n'est pas davantage négociable, parce que c'est lui qui nous permet d'avancer, génération après génération. Du procès, mais ils ont fait appel. Vous vous appelez Nourdine Leknati. Michael Hajdenberg, une affaire comme ça, parce qu'on est toujours assez friand de le savoir, comment elle commence? C'est-à-dire comment quelqu'un vous alerte, quelqu'un vous met le doigt sur il se passe des choses pas normales, il serait bon que ça se sache. Comment une enquête commence-t-elle? Celle-ci, elle a commencé tout bêtement par quelqu'un qui a frappé à la porte de Mediapart un jour en septembre et qui a dit voilà, je voudrais parler à un journaliste de Mediapart, je voudrais raconter ce qui se passe à la SNCF. J'ai une histoire qui m'est arrivée, qui est incroyable, et j'arrive pas à la médiatiser. L'entreprise se comporte très mal avec les agents d'origine étrangère, et personne ne le sait, alors que c'est un véritable scandale. Donc voilà, j'ai commencé par l'écouter. Il avait amené des documents qui le concernaient. Il a commencé à me raconter d'autres histoires, puisqu'il faisait partie d'un collectif que Redouane connaît bien, qui s'appelait Droit à la différence. Et puis, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait eu quelques échos, à droite à gauche, effectivement, de ces affaires qui avaient pu se produire, mais que personne n'avait raconté longuement ces affaires, et que donc la SNCF s'en sortait très bien, parce qu'elle arrivait à enterrer chacun des cas, qui, pris un par un, sont tous scandaleux, et quand on les met bout à bout, crée une histoire absolument dingue. Alors j'aurais dû le préciser d'ailleurs, Michael, c'est que d'abord, ils n'ont pas tenu évidemment à ce que ça se sache trop. Ça, c'est dans votre enquête, vous le racontez dans les papiers, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils essayent que ça sorte pas. Et puis évidemment, on pourrait nous dire, il manque quelqu'un sur ce plateau. C'est vrai, ça serait un représentant de la SNCF. Donc l'invitation a été lancée à la SNCF d'être représentée par quelqu'un. Ils n'ont pas donné suite. Non, ils n'ont pas donné suite. On a invité Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, qui connaît bien ces dossiers, qui n'a pas voulu s'exprimer. On a invité le directeur de la sûreté ferroviaire de la SNCF, qui est un des services qui pose le plus de problèmes, qui n'a pas souhaité s'exprimer, ni en face à face, ni en présence de salariés de l'entreprise. En fait, ils font la politique du dos rond en espérant que ça passe. La première affaire, elle a lieu où? À Montpellier? Alors la première affaire, nous, il y a eu plusieurs affaires simultanées. Une affaire qui a pris pas mal d'ampleur, c'est celle qu'on a racontée, qui est à Montpellier, effectivement, où il y a un agent qui s'est plaint de comportements racistes et discriminatoires, et qui durait dans le temps. Il a été aidé par un collègue à lui qui l'a porté, parce que c'est... tout à l'heure, vous pourrez l'expliquer directement, mais en fait, c'est très difficile pour les agents discriminés, d'une part, de se faire entendre, et ensuite, puisque la hiérarchie ne réagit pas, de ne pas subir les brimades du reste des services. Parce qu'en plus, ce qui est terrible, c'est que quand les agents se plaignent, on les enferme, on les met à l'écart, ils subissent des brimades, et donc c'est un peu la double, voire triple peine. Quand ils se plaignent, c'est à qui? C'est à leur hiérarchie? Oui, souvent ils alertent leur hiérarchie. Ce qui s'est passé à Montpellier, en fait, c'est que ça faisait plusieurs années que Mohamed, puisque c'est son prénom, subissait des blagues racistes, de très mauvais goût. Bon, il encaissait sans rien dire. Et puis un jour, il y a eu un SMS qui a été envoyé, notamment à beaucoup de gens de son service, qui était, sous couvert d'humour, quand même un appel à l'élimination ethnique des Maghrébins. Et donc ça a été pour lui l'événement de trop. Il a commencé à s'en plaindre. C'était pas le premier événement. Il y avait déjà eu du saucisson qui avait été découpé et qui avait été mis dans les casiers d'agents musulmans. Et puis, il y a eu aussi la diffusion de vidéos néo-nazis dans les locaux même de la SNCF, c'est-à-dire des agents qui diffusent des chansons horribles de groupes néo-nazis des années 90 qui appellent à des ratonnades de rebeux. Et donc, il a alerté, il n'a pas été entendu. Il existe des dispositifs à la SNCF, et là, c'est là que c'est très étonnant, parce que la SNCF, sur le papier, est une entreprise modèle en termes de lutte contre les discriminations. Il y a des déontologues, il y a des directions éthiques. Et donc, il a fait appel à un premier déontologue local. Déontologue. Voilà, de la région Languedoc-Roussillon, qui est venu sur place, qui a écouté les témoignages, qui a fait sa petite enquête, et qui a dit tout ce que dit Mohamed est vrai, grave et avéré. On a publié sur Mediapart, et vous pouvez retrouver dans les papiers qu'on a remis en ligne ce soir, l'ensemble des éléments qui sont donnés. Malgré ça, la Direction nationale n'a pas réagi. Donc il y a eu une deuxième enquête qui a été faite, à la demande toujours de Mohamed et de son ami qui l'aidait,
Cette fois, c'est la direction de l'éthique qui est venue, qui a repris et qui a dit oui, tout ça est grave. Les sanctions qui ont été prises, qui étaient en réalité inexistantes, ne sont pas à la mesure des faits qui se sont déroulés. Et donc, qui s'adresse directement à la direction de la SNCF et à Guillaume Pepy, qui lui dit il faut réagir. Que fait la SNCF derrière? Rien, absolument rien. Donc, comme d'autres, Mohamed, il a saisi le défenseur des droits, et comme d'autres... Kamel, excusez-moi, je confonds deux affaires. C'est Kamel à Montpellier. Kamel a saisi le défenseur des droits, ou Mohamed à Valenciennes, dans une autre affaire qu'on a racontée. Et il a obtenu le défenseur des droits qui enquête en ce moment. Et visiblement, enfin, de nouveau, ça va prouver que ce qu'il dit est vrai. Mais même quand le défenseur des droits donne raison aux agents discriminés, la SNCF ne veut pas l'entendre. C'est ce qui est arrivé dans plusieurs affaires où la SNCF ne réagit pas. Mais ne réagit pas, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de leur propre dispositif. Parce que si on réagit logiquement, on se dit, s'ils ont mis des gens, s'ils payent des gens, des déontologues, s'il y a une structure hiérarchique pour traiter ce type de problème et qu'en plus elle s'en empare et que si j'ai bien compris, là dans les cas présents, elle donne raison aux agents qui ont été victimes de discrimination, pourquoi il n'y a pas un traitement hiérarchique et disciplinaire, a-t-on envie de dire, de l'affaire? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une contradiction à l'intérieur même de l'entreprise. C'est incompréhensible. C'est-à-dire ça leur permet, quand des journalistes les interrogent, de dire « mais qu'est-ce que vous racontez? On a tout ce qu'il faut, on a des déontologues, donc vous imaginez bien qu'on réagit et qu'on traite les cas. » Mais en réalité, dans les faits, ils refusent de sanctionner les agents discriminants. Et c'est ça que demandent les agents discriminés. Ils ne demandent pas grand-chose. Hein. Ils demandent juste à être reconnus dans leurs droits et leur dire « voilà, écoutez, il y a des choses horribles qui se sont passées. » Sanctionner, quand on regarde le règlement de la SNCF, il y a tout un tas de sanctions qui sont prévues, qui peuvent aller du blâme à l'avertissement, en passant éventuellement par le licenciement, si jamais les faits sont très graves. Rien n'est fait. Les agents ne sont pas mutés, ils continuent de recevoir des promotions, alors qu'à l'inverse, les agents discriminés, eux, souvent sont bloqués. Alors,